avons-nous terminé le travail en biologie, en sciences en général, pour décrire l'ensemble de l'histoire du vivant, tous les petits mécanismes, toutes les petites subtilités, et avons-nous un outil qui représente fidèlement tout cela au grand public, par exemple l'arbre du vivant? La réponse est non. La réponse est non, on travaille encore, il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de choses à découvrir, et on sait bien que l'arbre du vivant tel qu'on le représente est un compromis, une difficulté de rendre en 3 dimensions dans l'espace quelque chose qui est par essence fondamentalement dynamique et inscrit dans la profondeur du temps. Cela étant dit, l'idée principale du dernier livre de Didier Raoult, Homo Chaoticus, consiste à prétendre révolutionner, c'est marqué là, la compréhension du vivant grâce à ses travaux et à ses profondes réflexions sur les transferts horizontaux de matériel génétique, les THG. Nous aurions, vous et moi, besoin de son livre pour dépasser Darwin, c'était le titre du précédent, c'est un petit peu son idée fixe, et pour comprendre que l'image populaire de l'arbre du vivant est fausse, que l'évolution ne se limite pas à la transmission filiale, verticale, de caractères plus ou moins mutés puis sélectionnés, mais que les transferts de séquences à partir de micro-organismes jouent un rôle très important dans l'évolution. C'est une révolution. Le problème, c'est que dans cette histoire, le travail de Didier Raoult occupe une place secondaire, marginale, liée à l'activité intense de séquençage de ces équipes qui leur a permis d'identifier de nombreuses instances de ce genre de transfert. C'est très très bien, mais c'est tout. Guère plus. Faisons ensemble un petit tour dans l'histoire des grandes découvertes en la matière, les vraies grandes découvertes, et puis nous verrons, à la fin, si nous avons besoin que le professeur marseillais révolutionne tout ça. Le concept de transfert horizontal de matériel génétique a radicalement modifié, c'est vrai, notre compréhension de l'évolution biologique, en complétant la vision traditionnelle de l'évolution par descendance verticale, c'est-à-dire par transmission génétique des parents à la progéniture. Les contributions majeures en la matière sont les suivantes. Attention, ma liste est non exhaustive. J'ai fait ressortir quelques noms saillants. La science est un travail collectif, collégial, qui implique pour le coup des dizaines de milliers de chercheurs qui ont tous contribué à différentes échelles. Mais tout le monde n'a pas eu la chance de faire une grande découverte. Voici les principales. Frederick Griffith apporte les premières preuves expérimentales de transferts horizontaux de gènes dans des travaux qui datent de 1928. C'est un peu... Il observe que des bactéries non pathogènes peuvent acquérir des gènes de virulence à partir de bactéries mortes. Un phénomène qu'il décrit comme la transformation bactérienne. Il ne savait pas à l'époque que ça impliquait des transferts de gènes. Mais c'était le début, et ces notions sont tellement fondamentales et connues qu'elles sont enseignées dans les lycées. Dans les années 40, Barbara McClintock découvre les éléments transposables, ou gènes sauteurs, dans le génome du maïs. Elle a démontré que certains segments d'ADN peuvent se déplacer d'un endroit à un autre, modifiant l'expression des gènes adjacents. Ce mécanisme de réorganisation génétique active a révolutionné la compréhension des génomes, montrant que ceux-ci ne sont pas statiques mais dynamiques. Bien que sous-estimés à l'époque, ces travaux ont été largement reconnus avec l'obtention du prix Nobel en 1983. Prix Nobel, Barbara McClintock. Susumu Ohno est surtout connu pour avoir introduit le concept d'ADN poubelle, junk DNA, et pour ses travaux sur la duplication génétique. Dans son livre Evolution by Gene Duplication, il a expliqué comment la duplication des gènes permettait l'évolution de nouvelles fonctions. Son travail a influencé les recherches ultérieures sur l'évolution des génomes et les mécanismes par lesquels de nouveaux gènes apparaissent, ouvrant la voie à la compréhension de l'importance des transferts horizontaux. Lynn Margulies propose en 1970 que des événements de transfert de gènes horizontaux entre des organismes ancestraux aient conduit à l'incorporation de certaines bactéries en tant qu'organites des cellules eucaryotes, mitochondries, chloroplastes et les eucaryotes. C'est ce qui a donné tout le vivant pluricellulaire. Vous, moi, les plantes, votre chien, les jonquilles, tout. C'est un gros morceau du vivant, c'est important,
Et cette hypothèse, à l'époque, a été révolutionnaire, pour de vrai, c'était il y a 54 ans. En proposant une origine symbiotique à toute la lignée qui va donner les organismes pluricellulaires, elle montre que le transfert de matériel génétique peut avoir un rôle tout à fait considérable sur l'histoire du vivant. Bon, ensuite, à la fin des années 70, Carl Woese, je ne suis pas sûr de la prononciation, mais appelons-le Carl Woese, appelons-le Carl. Carl révolutionne la biologie en étudiant les séquences d'ARN ribosomiques pour classifier les formes de vie. Parenthèse, les ribosomes sont des particules cytoplasmiques généralement formées de 3 types d'acides ribonucléiques associés à des protéines, et tout ça, ça sert à déchiffrer le code inscrit dans les ARN messagers, ça fait la traduction, ça produit toutes les protéines de vos cellules. Donc les ribosomes sont les usines qui produisent vos protéines à partir des séquences d'ARN de votre génome. Ok ? Poursuivons. Ce cher Carl découvre 3 domaines dans le vivant, les bactéries, les archées et les eucaryotes. Ces recherches révèlent que les transferts de gènes horizontaux brouillent la classification stricte des organismes, en particulier chez les bactéries et les archées. Il y conclut que les transferts génétiques fréquents ont créé un réseau évolutif plus complexe que le simple arbre linéaire communément représenté au public. Et déjà, c'est plié. Déjà, on sait que l'arbre du vivant, il est essentiellement faux. C'est une simplification. Plus personne derrière ne peut arriver en disant « je vais tout vous révolutionner » en vous révélant que l'arbre du vivant, en fait, non, c'est pas un arbre. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Ensuite, Jörg Hacker et James B. Capper ont étudié le rôle des îlots de pathogénicité dans les bactéries, qui sont des segments d'ADN acquis par des transferts horizontaux. Ces îlots confèrent des avantages spécifiques comme la virulence, et leur travail a montré comment les bactéries pouvaient échanger des gènes pour s'adapter rapidement à de nouveaux environnements comme l'acquisition de résistance aux antibiotiques. Pendant les années 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, les travaux n'ont pas arrêté d'être publiés. Il y en a plein. En 1996, Jeffrey Lawrence et John Roth ont montré que le transfert horizontal, ou les transferts horizontaux au pluriel, étaient essentiels à l'évolution bactérienne. Ils ont proposé que l'évolution adaptive rapide des bactéries ne pouvait pas être expliquée uniquement par des mutations aléatoires et la sélection naturelle. Leur modèle met en évidence le rôle des transferts horizontaux de gènes comme mécanisme central de la diversification des bactéries. On le savait déjà un peu, ils l'ont démontré. On continue. William Ford Doolittle contribue à renforcer l'idée que le transfert horizontal est un phénomène fondamental dans l'évolution, en particulier chez les micro-organismes. En 1999, il publie plusieurs articles expliquant comment le transfert horizontal, notamment via des plasmides, des virus et d'autres vecteurs, façonne l'évolution bactérienne, mais aussi plus généralement l'histoire de l'évolution des organismes. Et là, on passe aux années 2000. Attention, ça s'accélère. Dans les années 2000, Eugene Kounin est l'un des principaux chercheurs à étudier l'impact du transfert horizontal dans l'ère des génomes séquencés. Il observe des transferts horizontaux non seulement chez les prokaryotes, mais aussi chez les eucaryotes. Kounin montre que les transferts horizontaux de gènes contribuent à la plasticité génétique et accélèrent les innovations évolutives. Ensuite, Nancy Moran a fait des études sur des symbioses bactériennes chez les insectes, comme les pucerons, démontrant que ces symbiotes bactériens avaient acquis des gènes par transfert horizontal. Ces recherches montrent que les transferts horizontaux entre bactéries et hôtes multicellulaires jouent un rôle crucial dans l'évolution des symbioses. Cette découverte est importante car elle élargit le rôle des transferts horizontaux au-delà des microbes, touchant également les relations symbiotiques dans les organismes dits plus complexes. Continuons. Tal Dagan et William Martin, dans les années 2000-2010, proposent le concept de réseau phylogénétique qui intègre les transferts horizontaux pour représenter l'évolution non plus comme un arbre strictement hiérarchique, mais comme un réseau d'interactions complexes. Cela était particulièrement important pour comprendre l'évolution des organismes unicellulaires, mais aussi les implications pour les eucaryotes. Je poursuis. Julie Dunning-Hotop et son équipe ont publié une étude importante en 2007 montrant les preuves de transfert horizontal de gènes des bactéries vers les animaux, en l'occurrence des insectes. Ils ont trouvé des segments d'ADN bactériens intégrés dans le génome de la mouche
Drosophile, un exemple frappant de transfert horizontal qui a un impact sur l'évolution des eucaryotes. Patrick Killing et Jeffrey Palmer ont étudié des génomes des plastes et des mitochondries, donc les organites à l'intérieur des cellules, montrant que ces organites, résultat d'une endosymbiose, on l'a déjà dit, rappelez-vous un peu, avaient acquis des gènes par transferts horizontaux au cours de leur évolution. Ils ont contribué à notre compréhension du rôle des transferts horizontaux dans l'évolution des organismes eucaryotes et la transmission des gènes entre les génomes nucléaires et ceux des organites. Et ça continue encore, et j'ai sans doute oublié des gens cruciaux que peut-être vous connaissez. Citez-les en commentaire, apportez au lecteur des informations en plus, ne m'engueulez pas pour les oublis, d'avance mes excuses pour ceux que j'ai oubliés. Mais poursuivons la réflexion. Les apports de ces différents chercheurs et chercheuses ont démontré que le transfert horizontal de matériel génétique joue un rôle majeur dans l'évolution en permettant à des organismes d'acquérir des traits nouveaux de manière rapide et indépendante de la descendance directe. Donc si vous en étiez resté à l'idée que tout se passe uniquement par une généalogie stricte de parents à enfants, en effet, il faut dépasser cette image. Ça n'est plus du tout comme ça qu'on pense l'évolution depuis au moins 50 ans et pas loin d'un siècle. Les concepts centraux de variation, héritabilité et de reproduction différentielle, dont la conjonction produit la sélection naturelle, restent fondamentaux. Tout ça, ça ne bouge pas, ça reste au cœur de notre vision des choses, mais ils ont été élargis pour inclure des mécanismes supplémentaires qui permettent une évolution plus rapide et une adaptation plus flexible. En raison de tous ces travaux, on sait que représenter le vivant comme un arbre, c'est simpliste, et qu'il faudrait le voir comme un réseau. Il ressemble davantage à une sorte de gros buisson tout emmêlé de toiles d'araignée. Bref. Certaines affirmations contemporaines, souvent relayées par des figures polémiques comme Didier Raoult, suggèrent que ces idées seraient ignorées du grand public ou des scientifiques, mais ça ne reflète pas du tout l'état de la réalité des débats scientifiques, ni même de la vulgarisation, parce que toutes ces informations-là, toutes ces données ont été vulgarisées. Pas assez, mais on va continuer à le faire. La majorité des biologistes, c'est important, reconnaissent le rôle des transferts horizontaux à tel point que on parle sans problème d'évolution réticulée, en fait. Donc, en fait, tout ça n'est pas très nouveau. Et si c'est nouveau pour vous, ce n'est pas votre faute. Moi aussi, je suis ignorant de plein de trucs. Et bien, ces choses-là, maintenant, vous n'êtes plus ignorant. Ce ne sera pas une raison pour aller dire à ceux qui l'ignorent que vous avez tout inventé vous-même, ou tout découvert vous-même. Il y a un peu ce que je veux dire. Cette reconnaissance de la complexité de l'évolution s'est faite sans abandonner pour autant les fondements darwiniens. Je vous rappelle que dans la définition du vivant la plus efficace, la plus utilisée de nos jours, qu'on doit à la NASA, parce que la NASA cherche le vivant dans le cosmos, du coup elle a travaillé sur comment on peut le définir, elle a regardé tout ce qui existait comme définition, et elle s'est arrêtée sur « est vivant une structure chimique autonome capable d'évolution darwinienne ». Donc, l'évolution darwinienne, avec le mot darwinien, donc avec tout ce que ça implique, fait partie de la définition du vivant. Donc maintenant, si vous voulez retirer Darwin de la théorie de l'évolution, vous cassez comment on définit le vivant. C'est possible, parce que, après tout, il ne faut pas être dogmatique, mais bon courage. Dans son livre destiné au grand public, Didier Raoult ne cite, pour autant que j'en souvienne, qu'un seul des chercheurs que j'ai présentés tout à l'heure, ignorant tous les autres, au profit de citations bien plus récurrentes et nombreuses d'Héraclite, de Platon, de Nietzsche ou d'Einstein, ce qui me semble, et là c'est un avis purement subjectif, moins utile, voire inutile, voire con lorsqu'on veut se concentrer sur l'apport d'une nouvelle théorie de l'évolution au public. D'ailleurs, c'était la promesse. Avant-propos, page 9, avec ce livre, je souhaite mettre en place une nouvelle théorie de l'évolution basée sur les données les plus récentes. Et la couverture annonçait « Révolution dans l'évolution ». Donc c'est dommage, parce que ça n'a aucune chance de se faire dans un livre bâclé. Pour révolutionner la théorie de l'évolution, il faudrait que l'auteur prenne au contraire son temps pour écrire
et soumettre à l'avis des spécialistes, des experts, une démonstration extrêmement rigoureuse des principes nouveaux qu'il propose et qu'il montre en quoi la théorie actuelle échoue à expliquer des choses, tandis que la sienne propose des solutions et explique mieux. Le pouvoir explicatif de la nouvelle théorie, c'est ça qui est important et c'est ça qui est convaincant lorsque c'est montré à ceux qui peuvent juger. Le grand public, qui commente déjà sur les réseaux pour dire à quel point ce livre est génial, n'est pas armé pour se rendre compte qu'on lui a vendu une théorie qui n'existe pas et qui, si elle existait, ne serait pas celle de Raoult. Alors certes, Didier Raoult n'apporte rien de nouveau dans ce livre, mais à la limite, il pourrait très bien vouloir rédiger un livre de vulgarisation destiné au grand public où il explique des choses que d'autres ont produites. C'est très bien, c'est très important, et je le fais moi-même, d'écrire des choses pour transmettre des connaissances, les digérer un petit peu et les amener aux gens pour qu'ils s'y intéressent, ça pourrait être bien. Sauf que ce livre est aussi un très mauvais livre de vulgarisation. Je le sais parce que je l'ai lu, je l'ai annoté, et je vais en reparler dans des vidéos très prochaines. Et comme moi, je suis loin d'être assez doué, assez savant pour contredire une personne aussi illustre, eh bien, je suis allé cogner à la porte de chercheurs et de chercheuses qui m'ont répondu et qui ont évalué les citations tirées du livre pour me dire si c'est moi qui comprends mal ou si le contenu de ce livre est éventuellement faux, trompeur ou complètement idiot. Réponse dans les prochaines vidéos. Je vous embrasse si c'est votre truc, partagez la vidéo si ça vous paraît utile, ne vous engueulez pas dans les commentaires. Les gens qui veulent défendre Didier Raoult ont le droit de le faire et ils ont le droit à notre respect et à notre amour. Je dirais que même qu'ils en ont besoin, répondez-leur avec amour, ne vous énervez pas et ne cherchez pas à avoir le dernier mot. Il y a une vidéo sur le sujet, le dernier mot, c'est un vite fait, je vous la conseille. Merci beaucoup à tous ceux qui financent la chaîne. Le temps que je prends à lire tout ça, à chercher les infos et à trouver les chercheurs, c'est un temps que je ne peux consacrer à ça que parce que vous m'y autorisez. Merci beaucoup, patron. À bientôt.